enfin un projet de réaliser. Je vais te montrer comment on est arrivé d'un 206 cc classique à ça. Je suis pas en train de te dire qu'on a fait de la piraterie à 100%. Tu vois que j'ai un petit pull. Bon, ok, je suis un peu entier sur les bords, donc j'ai vite froid. Mais si t'enlèves ça, donc tu te doutes bien qu'une décapotable avant, à la fin de l'été. Donc le but, c'était de la faire rapidement. C'était pas prévu de l'avoir, cette voiture. On était parti sur un autre projet. Je sais pas si tu te rappelles. Et si tu te rappelles pas, t'as qu'à regarder les autres YouTube. Et si tu te rappelles pas, t'as qu'à regarder Insta. D'ailleurs, parlons-en de ça. Merci à tous les abonnés YouTube et Instagram. Et c'est très bien. On approche des 200. Peut-être qu'on les aura déjà passés au moment de la vidéo, je sais pas. Mais c'est cool. Continuez comme ça. Si t'aimes les vidéos, si t'aimes le délire, eh ben, mets un pouce et abonne-toi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, bah, en fait, ça va se présenter en deux parties, parce qu'en fait, bah, je veux respecter ce que je t'avais dit, et c'est de te faire des épisodes de pas plus d'une demi-heure. Je voulais te montrer pas mal de choses, parce que j'ai pu aborder pas mal de thèmes sur ce véhicule. Je suis pas un pro dans tout, il y a beaucoup de choses où j'ai appris, soit de manière autodidacte, soit par mimétisme, soit avec de la chance. Je te montre mes techniques, mais comme je te dis, bah voilà, c'est des choses que tu peux faire chez toi. Mais en aucun cas, il s'agit d'une formation. En vrai, elle est finie. Mais dans la partie 1 que tu vas regarder avec moi, euh, on va aborder plutôt la partie mécanique. On va pas aborder la partie carrosserie que tu verras plus dans la phase 2, parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter sur la carrosserie. Mais bon, déjà, on va regarder ça ensemble et tu vas me dire ce que t'en penses. Hey les pirates, on est au garage. Et ça, c'est la 206 cc. On est parti encore sur un même véhicule. Si je brille un peu, c'est normal. C'est parce qu'il fait 35 degrés à l'ombre. On va essayer de la rendre en état à peu près. Est-ce qu'on fait ça ensemble? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je vais le faire. Et je vais essayer de te filmer pour te montrer un peu ce qu'on va changer pour essayer d'améliorer la caisse. Aujourd'hui, elle est arrivée. La voiture, elle fume de devant. On va essayer de trouver pourquoi elle fume et ce qui a lâché. Mais je mets une petite pièce sur le FAP. Et elle a un voyant moteur. Donc c'est tout ce que je sais. Après, le véhicule, il roule. Et je l'ai acheté dans l'état. Voilà. Et il semblerait, au vu de ce qu'il y a derrière, mais on va faire un tour, qu'elle ait une petite fuite d'un produit que tu dois connaître. Donc là, tu vois, t'occupes pas du bruit, hein, c'est le chargeur de batterie. Tu vois, ces petites taches orange, il y en a plein le pare-choc. Et ça s'enlève pas. Et ça, c'est de la sérine. Donc ça veut dire qu'il y a une fuite au niveau du bac de sérine qui doit être en dessous. Et à mon avis, bon, bah, faut que je te lève tout ça pour te montrer ça parce que tu ne verras pas grand chose. Sinon, niveau carrosserie, si on fait le tour, et j'avais remarqué déjà 2-3 petits trucs qui n'allaient pas. Bon, là, il y a un petit peu de martelage, on va essayer de débosseler tout ça. Et le capot n'est pas de la bonne couleur. Mais ça, c'est un détail. Parce que le plus gros détail carrosserie qu'on a, c'est là. Ouais, voilà. Quand je te disais que ça se fera en deux parties, je pense que tu comprends mieux pourquoi. La petite aile qu'il y avait là, elle était, mais en fait, ça s'est caillé. Et je vais même te donner un petit spoil. La deuxième aile aussi, oh, j'aurais pas dû le dire, mais la deuxième aile aussi s'est caillée. Par contre, celle-là, on a pu la faire en spot repair, mais bon, ça c'est. Tu verras. Tu vois. Donc, il va falloir qu'on fasse au moins une aile. Soit en trouver une, qui c'est une Quicksilver, soit en trouver une à la casse, à pas trop cher, soit la repeindre nous-mêmes. Après ça, elle a pas grand-chose. Les jantes sont pas d'origine, c'est pas les jantes de 106 cc. Tu vois, il y a encore des petits martelages au niveau de la porte. Il va falloir les changer. Et j'ai l'impression qu'il y a une réparation ici. Il va falloir poncer tout ça pour regarder. Mais sinon, niveau carrosserie, à part ça, le toit de capote fonctionne bien. Il y a plus de boulot côté moteur, soyons clairs. Donc là, étape numéro 1, on va regarder côté électrique. On va lancer. Alors, le diagnostic intelligence, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne quand c'est des véhicules assez récents. Sur des véhicules un peu anciens, ça fonctionne pas vraiment tout le temps. Donc, moi, ce que je fais, pour être sûr, c'est que je prends un diagnostic classique. Donc, celui qui est à côté, le diagnostic local. Donc là, c'est bien une Peugeot. Tac, je confirme. C'est en train de connecter la box à la voiture.
On fait une recherche auto. Donc tu vois, c'est un i6 HDI, mais par rapport à la 407 qu'on a pu voir dans l'autre épisode, là c'est un 9, le moteur, le code c'est un 9HZ. Sur la 407, c'est un 9HY. Ok, donc là on va lancer un test rapide. Ouais. Donc oui. Ok, donc là, tu vois, on en a une petite tripotée quand même. On va regarder chaque défaut. Donc, là, le premier. Les codes, je te les décrirai après. En gros, on a une présence d'un volet d'accessoires ouvert. Réservoir, excuse-moi, ouvert. Je ne vois pas très bien parce que je lis à travers le téléphone, je vais pas te mentir. Parce que pour ce petit truc, j'utilise le téléphone, c'est peut-être mieux. Ensuite, on a quoi? Préchauffage. Bon, ça, c'est sûrement soit une bougie KHS, soit le relais directement, soit le faisceau, faut regarder. Pression sur alimentation mesurée trop basse. Ah, ça peut être pénible, ça. J'ai la même chose sur la 407 en trop haute. Donc, j'espère que c'est pas le même problème. On verra bien. Ensuite, on a quoi? Électrovanne de suralimentation. Ah, et bah, tu vois, à mon avis, ça va avec. L'électrovanne de pression de suralimentation, il y a un problème de circuit électrique. Elle doit, à mon avis, être HS. Électrovanne EGR blocage, bon bah ça, la maladie, hein, les EGR, tu sais comment je les traite. Et ouverture excessive de lavage EGR, bon bah voilà, ça va, tout ça, ça va de pair. Signal de pression de turbo, à mon avis, ça va avec la partie qui est au-dessus, P238. Ça va avec le 299 et le 245. Ah tiens, je te disais, l'additif de gasoil par rapport à ce que je t'ai montré tout à l'heure. Comme tu peux voir, on a un signal permanent, donc à mon avis, bouchon de réservoir, circuit ouvert. Ça, c'est la petite bague qui doit être dans le bouchon, il va falloir regarder. C'est ça, des fois, ça peut te faire des défauts pour rien. Information de vitesse véhicule, bon, bah ça, à mon avis, c'est peut-être dû à la taille des pneus. Et après, ah bah la clim n'est pas rechargée, donc ça, c'est normal. Oui, bon, après, le plus ou moins, comme tu peux voir, elle est qu'à 12 volts la batterie. Je te le montre mieux là. Elle est qu'à 12 volts, donc c'est possible aussi que elle ait des petites pertes de tension à gauche à droite. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire un effacement de code. On va voir ce qui reste. Donc en faisant comme ça, quand tu fais un effacement de code comme ça, tu enlèves les défauts fugitifs. Et tout ce qui reste, c'est que des défauts permanents. Même si là, on a la chance d'avoir un logiciel qui nous met directement quand c'est permanent. Je ne t'ai pas montré d'ailleurs tout à l'heure quand c'est permanent, intermittent, etc. Donc là, tu vois, en gros, ouais, il nous reste la pression du turbo. Donc ça, il faut qu'on regarde la pression du turbo. Et au niveau du réservoir, il y aurait le bouchon apparemment qui peut-être sortirait le voyant moteur. Bon, et ben, donc du coup, le premier code que je crois pouvoir traiter assez rapidement proviendrait de ça. Donc ça, c'est la sonde MAP. Oui, je sais, j'aime bien faire ce doigt-là, il est marrant. C'est la sonde MAP. Tu as le MAF, donc ça, c'est le débitmètre d'air. Et le MAP, c'est le capteur qui permet de voir la pression de suralimentation. À côté de ça, tu as une petite sonde de température, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est pour commander le boîtier. En fait, tu as un papillon dedans qui vient soit sortir directement du turbo sans passer par les échangeurs, parce que tu as les échangeurs du turbo pour refroidir ton air et aller directement dans ton admission. Soit tu as un deuxième, normalement, si je dis pas de bêtises, il est là, excuse-moi. Tu as un deuxième boîtier qui permet justement de réguler ton arrivée d'air provenant des échangeurs. Donc ça se fait avec la régulation de pression de ton turbo en fait. Selon aussi si ton moteur est froid, chaud, il y en a qui sont fermés, ouverts. Enfin bref, c'est pas le lieu ni le moment de t'expliquer tout ça. Mais je pense que ça provient de là. Moi, je ne te l'ai pas filmé, mais j'ai débranché, rebranché, débranché, rebranché, et en fait, il ne s'est rien passé. Donc ça veut dire que celui-ci ne voit rien, parce que sinon, il serait passé en défaut beaucoup plus grave, genre défaut élec, perte de machin. Donc ça veut dire que déjà, il est cramé. Donc ce qui s'est passé, là pareil, je te le montre, c'est que j'en avais un d'occasion, d'une des nombreuses épaves qui traînent dans mon champ. Je l'ai changé, et on va voir si ça a réglé le problème de pression de suraligne du turbo. C'est parti. Tac, on lance un petit lire code erreur. Voir ce qu'il nous reste. Alors, on peut voir... tac, tac, tac. Ah, tu vois, il est passé de permanent à intermittent. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ok, on a toujours les autres qui sont toujours en permanent. Ok.
Donc là, on va tenter d'effacer les codes erreurs. Oui, elle a 0 km. Ah, lol. Oui, évidemment, j'ai coupé le contact, rallumé le contact. Enfin bref. Hop, alors. Pas de problème. Ça, c'est faux, ça. Il n'y a pas de problème. Quand je vais redémarrer, il y en aura d'autres. Mais je pense qu'à mon avis, notre petit problème de régulation de turbo est réglé. Bon, je vais redémarrer et je vais essayer de rééditer les autres problèmes. Alors là, maintenant, le moteur est tournant. Donc, on va regarder. Alors, tu vois, il semblerait qu'il ne reste que le capteur de présence de volet et ouverture là. Donc ça provient du bouchon. Très clairement, la panne de ça là, c'est souvent ça. Dedans, tu as un aimant qui vient dire plus ou moins quand tu fais le plein, etc. Donc à chaque fois qu'il se ferme, il se rend compte qu'il y a un plein qui est fait et ça lui permet de faire un calcul pour envoyer à nouveau de la sérine. Donc pour, on va dire, nettoyer ton FAP. Donc il est possible que si ça c'est défaillant, et ben que ça nous sorte ça comme défaut. Donc ça, j'irai là-dessus. Bon, on va creuser un peu plus avant de commencer à penser à changer la pièce, parce qu'il me semble que c'est pas donné non plus ce genre de truc là. Sachant qu'en plus, il y a la serrure dessus, je sais pas s'il est fixé à l'intérieur, je vais regarder, ou s'il est fixé sur le bouchon. S'il est fixé sur le bouchon, il va falloir qu'on démonte la serrure pour l'adapter au nouveau bouchon. Et s'il est fixé sur la voiture, on n'est pas trop embêté. Bon, maintenant qu'on a déjà traité le problème du turbo, enfin, de la pression de surarme du turbo, on va regarder d'où vient cette fumée nauséabonde. C'est du diesel, en vrai, ça sent bon. Mais bon, pour certains, c'est nauséabond. On va essayer de savoir d'où vient cette fuite. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas de rouler comme ça, mais bon. Les gens, maintenant, tu sais, il leur faut une voiture qui fume pas. Non, mais... Enfin, bref. Je plaisante, évidemment. C'est pas possible de rouler sur voie publique. Comme ça, c'est interdit. Et je pense que tous les gens qui bidouillent leur véhicule, qui enlèvent des fabs, qui modifient des EGR, qui font des cartos pour avoir plus de patates, tous ces gens-là sont dangereux. Clairement dangereux. Oh, tiens, on a regardé un autre problème. Là, il y a eu du bricolage, hein. Ça tient que par une vis, c'est quoi cette histoire? Bon, va falloir que je regarde tout ça. Je pense qu'à mon avis, c'était pour rechercher le problème qui était là. Je pense qu'il y a une personne qui a dû chercher là-dessus, mais qui s'est pas bien embarqué. Enfin bref, peu importe. Donc on va démonter les tôles de tout ça pour regarder l'état du FAP. Parce que j'ai l'impression que ça vient du FAP. Et là-dessus, comme ils sont faits en deux parties, je me demande si simplement, et ça ce serait génial, simplement c'était pas desserré. Ce serait parfait. Bon, avant de faire ça, on va faire un truc parce qu'on essaie quand même de s'améliorer. J'ai pris en compte les remarques, me disant que c'était un peu fouillis. Ouais, fouillon, c'est marrant ça. C'était un peu fouillis ce que je faisais, qu'il n'y avait pas trop d'ordonnancement, etc., etc. Et ben, on va essayer de faire mieux. Maintenant, on va tout mettre au carré. Et on va faire ça en premier. Bon, pour être un peu plus sérieux, on va se faire accompagner d'experts. Arjuna, vas-y, viens, tasse, viens. Étage avec sa grosse tête de sanglier. Donc, non mais les gars, oh, ça se demande, on est là pour travailler à un moment. Bon, ah, ok. Bon, sur cet interlude avec les experts, maintenant on va écrire ce qu'on fait. Comme ça au moins, l'enrouleur à gauche, t'en fais pas, c'est juste au cas où pour prendre feu. Je me suis aussi équipé du micro parce que je suis en train de hurler et je pense que comme mes voisins vont me prendre pour un fou si c'est pas déjà le cas. Donc du coup, on va établir ce qu'on veut faire sur cette petite 206 cc. Non mais sérieux, il fait sa vie, lui. Il est tranquille, il fait sa vie. Donc 1,6 litre FDI. Gazole, c'est la vie. Là, on avait un problème de pression turbo. Hop, il semblerait que c'était le capteur MAF. MAP. Donc ça, c'est torché. On a un deuxième problème qui est... T'as suivi ou pas? Oh, t'as pas suivi. Qui est le bac additif. Et il semblerait, selon toute vraisemblance, qu'il s'agisse du bouchon de réservoir. Alors les gars, si je vous gêne, vous savez qu'on travaille quand même. Qu'est-ce qu'on a détecté d'autre? On va voir si tu suis. Évidemment, je sais que tu ne peux pas me répondre, mais tu dois faire travailler de ton côté aussi. Il n'y a pas que moi qui dois bosser, vraiment tu dois bosser aussi. Donc on a dit les pneus c'était pas bon, jantes pas bonnes, pas ok du tout.
aile avant et capot. Plus débosselage multiple. On va mettre plus. Bon, après une bonne révision, mais ça, on s'en fiche. Et on est à peu près pas mal. S'il y a d'autres trucs, on rajoutera. Allez, on continue. Donc, on revient. On va démonter la partie qui est là. Et on va regarder aussi si la jonction niveau admission, sortie d'admission du turbo, aussi ne vibre pas. Mais bon, la fumée ne peut pas provenir de là. Alors, si elle provient de là, ça veut dire que tu as un problème de jointure entre la partie échappement et la partie admission. Donc, on va déjà démonter pour regarder au niveau du FAP ce qu'il en est. Et comme je suis un magicien, le principal, c'est pas que tu te demandes comment ça se fait que tu sois là. Le principal à se poser comme question, c'est pourquoi est-ce qu'on est là, à l'intérieur de cette aile de voiture, alors qu'à la base, on devait juste démonter le FAP. Je te montre ça. Pourquoi on est là-dessus? À cause de ça. Tu vois, ça tient le pare-choc à ton aile. Le problème, c'est qu'ils ont mis ça, et que sur le côté, tu te doutes bien que le pare-choc étant en plastique, c'est des pattes en plastique qui le tiennent. Donc, vois la vis dans quel état elle est. Ça fait à peu près l'âge de la voiture qu'elle n'a pas été démontée. Donc, autant te dire qu'au bout d'un moment, ça rouille. Donc, c'est quoi qui lâche en premier? La rouille ou plastique? On va revenir au point de base. Pourquoi est-ce que je démonte le pare-choc? Simplement parce que les deux vis qui tiennent le FAP de chaque côté, elles sont dans le même état que ça est tellement prise par, tu sais, chaleur, froid, parce que je te rappelle que ça, c'est à la température des gaz d'échappement, je te le rappelle. Donc, autant te dire que là, elles sont limite soudées. Donc, comme tu peux voir, il n'y a pas tellement de place pour pouvoir bosser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner toute la face avant pour pouvoir enlever le FAP. Bon, je te parle des détails. Ah bien, ça va, je l'ai récolté. Donc voilà, la face avant est déposée à ces deux petites vis, tu vois, de celle-là dont je te parlais, qui commence, comme tu peux le voir, légèrement s'arrondir. Et pour éviter d'avoir à souder, couper, etc., et que ça devienne compliqué, le mieux, c'était d'enlever la face avant. Et franchement, là-dessus, en vrai, c'est pas si long que ça. Et en même temps, ça me permet d'observer que l'hypothèse qu'on avait sur le joint de cache-culbu, qui était fuyard, est validée. Et tu peux voir, ça coule d'en haut, et ça descend tout du long. Et donc, les traces d'huile que je voyais en bas, je me suis dit, mon Dieu, pour que ce soit pas le joint de culasse, et ben non, finalement, c'est bien le cache-culbu. Et on va faire ça à la fin, je pense, et au moins on sera nickel. Et voilà ce que ça donne une fois posé. Bon, les papiers, je les laisse, ça fera de la fumée, ça va être marrant. Bon, il ne reste plus que le pare-chaleur, qui n'est pas vraiment un pare-chaleur à poser, la face avant, évidemment tous les capteurs qui vont bien sur le FAP, et c'est parti. Bon, finalement, comme tu peux voir, je ne l'ai pas remonté. Pourquoi? Parce que les cotes du produit d'adaptation, comme tu peux voir, un peu wish vu la tête des soudures, mais bon, ça fera bien le taf, n'ont aucun rapport avec les codes de la tôle de protection. C'est pas grave, ça vient s'ajouter à la montagne de ferraille que je dois emmener chez Ferraillard. Quand il va revenir de vacances, celui-là, il va me donner un chèque de folie. Bon, il y a plusieurs trucs que je t'ai pas montré, comme le changement de ça. Parce que déjà, comme tu le sais pour l'instant, on n'a pas de pont, donc ça veut dire qu'il faut se glisser là-dessous, et donc ça veut dire que pour filmer, ce serait très compliqué. Mais je te montre, enfin du moins j'essaie, de te montrer où ça se place. Alors, comment on va faire pour te montrer? Tu vois? Je sais pas si tu t'imagines en plus de te filmer. Voilà, donc je l'ai changé. J'ai rempli le réservoir de sérine, enfin d'éolis d'ailleurs. Il faut appeler un chat un chat. Et j'ai refixé le nouveau bac, qui ne fuyait pas. Je vais te montrer où fuyait l'ancien bac. Voilà. Il y a eu une petite bidouille très ingénieuse, mais qui n'a pas tenu. Concernant la voiture,
Ouais, je sais, c'est un beau bazar le garage, mais j'ai pas tout remonté. J'ai remonté une partie du pare-choc parce qu'on va partir faire un essai. Le FAP est bien en place et il reste plus qu'à remettre la batterie. Je finis de remonter les roues, je mets pas les pare-boues, ça sert à rien. On monte les roues, on fait un essai et on voit si tout va bien. Comme tu peux constater, là tout de suite, et on n'a plus de voie en moteur non plus. Ouais, bon après voilà, je t'ai pas filmé la révision, je le reconnais. Bon après, c'est pas compliqué, hein. Changement d'huile, changement de filtre à gazole, changement du filtre à air, habitacle parce qu'on a rechargé la climatisation. Parlons de chiffres côté mécanique. Le FAP complet, il m'a coûté dans les 300 euros. La vidange complète, en gros, parce qu'il y a des choses que j'avais, elle m'a coûté dans les 70 euros. Euh, les pneus, parce que je considère, même si tu verras le reste dans la partie carrosserie, que les pneus, faut les compter. Il y en a un pour 200 euros. Je l'estimais à 20 balles le jeu de plaquettes. Ouais, pareil, la face avant aussi, bah du coup j'ai dû vidanger le liquide de refroidissement. Donc bah j'en ai remis. Ça c'est pareil, je les commande en grand fût, donc je pourrais pas te dire, mais allez, je crois que ça doit être dans les une vingtaine d'euros, ouais, un truc dans le genre. Tu me diras si je me trompe pas, c'est une vingtaine d'euros là-dessus. Et Léolis, par contre ça, j'avais un bidon déjà. Donc voilà, on en arrive à une petite somme. J'ai pas de calculatrice en tête, donc à mon avis, je vais te mettre les calculs à côté ou quelque part. On arrive à une petite somme sympa et franchement, je trouve que le rendu est vraiment sympathique. Et comme tu vois, on n'a pas encore de pont dans le garage. On va faire le nécessaire pour pouvoir mieux travailler et surtout pour pouvoir mieux filmer parce que là, tu vois à chaque fois qu'une partie du garage et c'est très laid. Donc du coup, on va faire en sorte que ce soit beaucoup plus sympa. Et notamment, grâce à tes j'aime, je réinsiste encore, et tes abonnements. Donc je parle, mais bon, on revient à nos moutons. Je t'avais dit que du coup, je t'ai pas filmé tout ça, parce que du coup, on n'a pas encore de pont, et c'est justement une des grandes nouvelles. Là, c'est le dernier véhicule qui sort du garage. Après ça, on fait des gros travaux. Le sol, comme tu peux voir, qui est un peu pas bien. La porte, parce que bah, c'est bien de bosser en porte ouverte, mais on arrive dans les mois où il fait froid. Donc du coup, bah, si tu vois déjà qu'on n'est même pas au mois de septembre, que je porte déjà un pull, tu t'imagines bien ce que ça va donner au mois de décembre. Et l'éclairage. Parce que l'éclairage, pour l'instant, c'est un peu n'importe quoi. Donc l'éclairage et l'électricité. La suite des projets. Là, tout de suite, celle-ci. Tu vas avoir 2 épisodes qui vont sortir dans le mois. Donc ça, c'est cool. Un tout de suite, celui que tu es en train de regarder. Et le prochain, d'ici à peu près une quinzaine de jours, s'il y a encore deux trois trucs à finaliser. On a parlé de la 407 SW en 2,7 litres HDI, dont le moteur provient d'un Jaguar S-Type. Là, franchement, je vais être honnête avec toi. Moi, ce qui me gêne, là où je suis coincé, c'est au niveau de la boîte. Je pourrais faire un montage. Moi, je voudrais faire toujours des montages propres et qui durent. Donc, moi, je voudrais la passer en boîte manuelle. Le problème qu'il y a, c'est que je veux quand même qu'elle fasse les 2 ans sans avoir à changer la boîte tous les mois. Non pas que je roule comme un sauvage, mais quand tu as plus de 100 Nm d'écart entre ce qui est capable de donner la boîte et ce qui est capable de donner le moteur, bah, même si tu roules comme un papy, il y a un moment tu vas rencontrer des côtes. Chez moi, je dis pas que c'est la montagne, mais c'est pas plat non plus, bla 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 bla. Je roule pas mal et surtout je compte tracter avec le véhicule. Donc, t'as compris. Donc là, j'ai un gros problème sur cette 407. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, à mon avis, la 407, on a le moteur, je vais te filmer tout ça, je vais commencer à te faire des rushs que je vais te montrer sur Instagram. Mais on n'ira pas plus loin tant que j'ai pas solutionné le problème de la boîte. Ce que tu veux savoir, c'est qu'en premier, ce qu'on va faire, c'est le Peugeot Expert dont on a besoin pour aller chercher du matériel. Il faut un petit utilitaire. Donc ça, on va le swapper avec un moteur de Xara 1,9 litre Turbo D. Ce sera beaucoup plus cool. Puis après, bah, je pense que on va faire notre vaillant Touareg. On en a besoin, j'aimerais le finir avant la fin de l'année. Et surtout, deuxième gros projet que j'aimerais finir avant la fin de l'année, le chat énervé. Ah oui, je sais, ça fait 2 ans que j'en parle. Je sais, pour ceux qui me connaissent, ça fait 2 ans que je l'ai, que le V8 il est en train de prendre la poussière dehors. Mais on va le rentrer et il y a pas mal de travaux. Mais qui dit pas mal de travaux dit beaucoup d'argent à sortir. Et qui dit beaucoup d'argent à sortir dit qu'il va falloir vendre des caisses. Donc je sais pas dans quel ordre, en vrai, je comptais te faire une annonce, mais je sais pas dans quel ordre
Je ne sais pas dans quel ordre je vais le faire, mais je sais qu'en tout cas, j'aimerais rouler rapidement avec ce chien énervé. Et en fait, j'aimerais carrément passer l'étape de rouler pendant 2 ans avec un véhicule annexe, le temps d'avoir assez de sous pour pouvoir rouler avec le chien énervé. Et bah, tu sais quoi? On va faire tout de suite le chien énervé. Tu sais quoi? On est nous-mêmes énervés et on a décidé de le faire direct. On va rouler en V8. Quitte à polluer, autant polluer vraiment. Bon, c'est un V8 essence. Voilà, donc je dis beaucoup de bêtises et à mon avis le montage va être pénible ce soir. En tout cas, ça m'a fait plaisir de regarder cet épisode avec toi. J'espère que tu vas t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux regarder les autres vidéos, je vais sûrement mettre des liens à gauche à droite ou pas, ça dépend si j'ai la flemme ou pas. N'hésite pas, si t'es abonné sur YouTube, abonne-toi sur Insta et inversement, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, j'insiste, abonne-toi, 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 ça fait plaisir de voir les gens s'abonner et suivre mon contenu. Ça veut dire que ce que je fais, c'est pas trop n'importe quoi. À bientôt pour la deuxième partie. Là, je te le promets, il n'y aura pas de décalage, c'est dans 15 jours, pétante. Ah, hé, j'ai oublié, attends. Un truc qui peut être pour moi une broutille, mais pour toi très important. Une fois qu'on a fini les travaux du garage, pour aller plus vite sur les projets, je t'en ai parlé il y a longtemps, on va se faire aider. Donc il est possible que sur ma chaîne, tu entreaperçoives des personnes dont je ne suis pas responsable, je dis tout de suite, je ne suis pas responsable de leurs actes, et je sais même pas s'ils sont eux-mêmes responsables d'eux-mêmes. Enfin bref, je vais faire venir des gens, et on va faire de la mécanique. Et d'autres choses. Bon allez, sur ce, je vais me resservir un autre café moi. Un de ces quatre.